Le nouveau président sud-africain qui a succédé mi-février au très controversé Jacob Zuma a remanié lundi son gouvernement. Le respecté Lanla Nene et Pravin Gordhan, ardents défenseurs de la lutte anticorruption, font leur retour. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a reconnu l'enlèvement des élèves de Dapchi, une semaine après leur disparition à la suite de l'attaque de leur école dans le nord-est du pays. Au Soudan du Sud, près de la moitié de la population est en situation de faim extrême, chiffre en hausse de 40% sur un an, selon un rapport de 3 agences des Nations Unies publié ce lundi. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, bonsoir. Le nouveau président sud-africain qui a succédé mi-février au très controversé Jacob Zuma a remanié lundi son gouvernement. Il a confié le portefeuille clé des finances au respecté Lanla Nene qui avait été limogé de ce poste par le précédent chef de l'État. Il a également confié le portefeuille sensible des entreprises publiques à Pravin Gordhan, un ardent défenseur de la lutte anti-corruption. Reportage. Le nouveau chef de l'État a annoncé une trentaine de changements au total dans le gouvernement après la démission forcée de Jacob Zuma le 14 février, empêtré dans des scandales de corruption et lâché par le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC. La nomination lundi soir de Lanla Nene et de Pravin Gordhan marque le retour au gouvernement de deux figures de la vie politique sud-africaine, évincées récemment par Jacob Zuma et très appréciées des marchés. I intend also to appoint the following colleagues. J'ai également l'intention de nommer les collègues suivants. M. David Mabuza, une fois le processus de prestation de serment achevé, sera nommé en tant que vice-président de la République. Le docteur Zweli Mkhize, une fois que le processus d'assermentation au Parlement aura été achevé, sera nommé comme ministre de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles. Will be sworn in as Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs. Mr. Nhlanhla Nene. Monsieur Lanla Nene, une fois qu'il aura prêté serment, j'ai l'intention de le nommer ministre des Finances. Je veux exprimer ma reconnaissance à tous les ministres et ministres adjoints sur le départ pour les services rendus à la République, au gouvernement et au peuple d'Afrique du Sud. Son adversaire à la tête de l'ANC, Nkosazana Dlamini Zuma, a, elle, hérité du ministère de la Planification. Le président a conservé dans son gouvernement Malusi Gigaba, longtemps allié de Jacob Zuma, qui passe des finances à l'intérieur. L'opposition a bien salué le retour de Lanla Nene, mais immédiatement dénoncé un gouvernement qui pilule de ministres compromis, de fidèles au Gupta et de personnes accusées de corruption. Le président Ramaphosa a maintenu au pouvoir les délinquants de la corruption et de la capture de l'État, a réagi le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique, EFF. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé lundi une nouvelle tournée en Afrique qui doit le mener dans 4 pays de ce continent. Au total, Ankara s'efforce depuis plusieurs années d'accroître son influence sur le continent noir. Les images. Le chef de l'État turc a atterri lundi soir en Algérie. Première étape de cette visite qu'il a qualifiée d'historique et qui doit le mener jusqu'à vendredi en Mauritanie, au Sénégal puis au Mali. L'Algérie est l'un de nos plus importants partenaires commerciaux dans la région. Nous voulons renforcer nos relations sur les plans militaires, sécuritaires et culturels, a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre l'avion. Erdogan, accompagné de plusieurs ministres et d'hommes d'affaires, s'est entretenu avec les dirigeants algériens des relations entre les deux pays, notamment sur le plan de l'énergie ainsi que des questions régionales. Le président turc a effectué en Algérie sa 3e visite depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Depuis lors, Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain, un effort qui s'est concrétisé notamment par la multiplication des ambassades turques et des dessertes de la compagnie Turkish Airlines. Avec chaque jour qui passe, nos relations avec l'Afrique se renforcent sur les
plan du tourisme, de la culture, du commerce et de l'enseignement, s'est félicité le président turc lundi. En décembre dernier, Erdogan avait effectué une autre tournée africaine se rendant au Tchad, en Tunisie et au Soudan. En parallèle du renforcement des liens diplomatiques et économiques avec les pays africains, Erdogan s'efforce de combattre l'influence qui y a bâti le prédicateur turc Fethullah Gülen, bête noire d'Ankara, qu'il accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016. En revanche, les étapes de Erdogan en Mauritanie et au Mali constitueront les premières visites d'un chef d'État turc dans ces deux pays. En visite en Tunisie, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy et son homologue tunisien Youssef Chahed ont présidé ce lundi à Tunis une cérémonie de signature d'accords entre les deux pays. Images et son. 8 accords de coopération ont été signés ce lundi, notamment dans les domaines de la sécurité et la lutte contre le crime, l'agriculture et la formation professionnelle. Ces accords ont été signés lors de la visite à Tunis du chef du gouvernement espagnol, venu participer à la 8e réunion de haut niveau entre les deux pays, la première depuis 2008. Avec cette réunion de haut niveau, qui est la première depuis des années, nous exécutons l'objectif stratégique des deux gouvernements d'entretenir des relations au plus haut niveau. De nombreuses vicissitudes à caractère politique et également liées à la crise économique des 5 dernières années ont affecté les deux pays. Elles nous ont empêchés de maintenir un rythme régulier de rencontres, mais nous avons l'intention de reprendre le rythme de la dernière décennie. Il y a une grande ressemblance entre la Tunisie et l'Espagne au niveau politique et également au niveau économique. Au vu aussi de la ressemblance dans le climat, il y a de grandes complémentarités dans l'économie, dans le secteur agricole, de l'agroalimentaire ainsi que dans le touristique et le culturel. En visite pour la journée à Tunis, Mariano Rajoy s'était aussi entretenu avec le président Béji Caïd Essebsi. Il a également assisté en fin de journée avec Youssef Chahed à un forum organisé au siège du patronat Utica sur réforme économique et investissement. Je l'annonçais en titre, au Nigeria et une semaine après la disparition de 110 élèves à la suite de l'attaque de leur école dans le nord-est du pays par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, le président Muhammadu Buhari a reconnu ce lundi qu'elles ont été enlevées. Des précisions à travers cet élément. Le gouvernement reste aux côtés des étudiantes de Dapchi qui ont été enlevées. C'est ce qu'a déclaré le président Muhammadu Buhari lors de la visite à la présidence d'une délégation d'anciens otages de Boko Haram libérés au début du mois. Le chef de l'État a également souligné à cette occasion avoir ordonné à toutes les agences de sécurité du pays de garantir la sécurité dans les écoles et de ramener les filles kidnappées à leurs familles. Il faut dire que c'est la première fois que ce terme est employé de manière officielle, les autorités ayant préféré parler auparavant de disparition et non de kidnapping. Toutefois, le président Muhammadu Buhari, qui s'exprime rarement sur la crise dans le Nord-Est, sauf pour féliciter l'armée de ses efforts, s'est excusé auprès des parents des élèves de Dapchi, qualifiant leur disparition de catastrophe nationale. Cet enlèvement de masse rappelle celui de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014, qui avait donné à Boko Haram, dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché, une tragique notoriété sur la scène internationale entraînant une vague d'émotions mondiales sur les réseaux sociaux avec le mouvement Bring Back Our Girls. On reste au Nigeria où s'est ouvert ce lundi une conférence pour le lac Tchad organisée sur 3 jours par le gouvernement nigérian et l'UNESCO. Elle se tient à Abuja dans le but de lancer un projet de préservation de cette région dévastée par le changement climatique et les conflits. Le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria bordant le lac Tchad, de nombreux représentants de ces 4 pays ainsi que des représentants de la Centrafrique ont débuté une rencontre à Abuja, la capitale du Nigeria. L'objectif est de discuter de solutions pour revitaliser l'écosystème du bassin pour une subsistance durable, la sécurité et le développement.
En effet, le changement climatique, aggravé par une très mauvaise gestion des ressources hydrauliques au fil des ans, a conduit à la disparition de 90% de la surface du lac en 40 ans. Lorsque les moyens de subsistance sont menacés, l'insécurité suit dans son sillage. La région est déjà confrontée au fléau des groupes extrémistes qui font régner la terreur au sein de sa population. Les chiffres sont alarmants. Près de 2,5 millions de personnes ont été déplacées dans la région. Nous devons agir maintenant pour briser le cycle des catastrophes écologiques, des perturbations des moyens de subsistance et des bouleversements politiques qui conduisent à une catastrophe écologique. Il est pertinent de mentionner qu'en dépit de la pauvreté et des problèmes de sécurité dans la région du lac Tchad, ce plan d'eau douce est une source d'approvisionnement en eau potable, de pêche, d'agriculture et d'autres activités de développement socio-économique. Elle offre également un environnement social et culturel unique qui contribue à la richesse de la diversité de la région. Les Nations Unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation à hauteur de 5,3 millions d'euros pour apporter de l'aide aux 40 millions de personnes qui dépendent de ce lac au carrefour entre le Sahel et l'Afrique centrale. Au Soudan du Sud, près de la moitié de la population est en situation de faim extrême, un chiffre en hausse de 40% sur un an, selon un rapport de 3 agences des Nations Unies publié ce lundi. Images et son. Selon un rapport de 3 agences des Nations Unies publié ce lundi, le nombre de personnes en situation d'insuffisance alimentaire au Soudan du Sud pourrait passer à 7 millions si l'aide humanitaire n'augmente pas rapidement. 11 comtés dans le pays sont en effet soumis au risque de famine. En janvier 2018, on estime que 5,3 millions de personnes, représentant 48% de la population, sont confrontées à des crises et à l'insécurité alimentaire aiguë des phases 3 et 4 de la CIB d'urgence, dont 1 million sont confrontés à la phase 4 de la CIB d'urgence, qui est une insécurité alimentaire aiguë. En l'absence de toute forme d'aide humanitaire en février et avril 2018, on estime qu'environ 6,3 millions, soit 57% de la population, se trouverait en phase 3 de la crise de la CIB ou aggraverait l'insécurité alimentaire aiguë, dont 50 000 seraient en phase 5 de la CIB. Le nombre de personnes qui auront besoin d'une aide alimentaire dans les mois à venir est tout simplement alarmant. Selon ce rapport de l'IPC, et vous l'avez entendu, sans aide humanitaire et un accès durable, on estime que près de 7,1 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire dans les mois à venir. Cela affectera environ 63% de la population du Sud-Soudan. 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Sika. À bientôt.